Computer. Ben, let's go, on est 4. Donc, nous commençons ce matin ensemble, chers amis, la nouvelle matière qui est la microéconomie. Et donc, la microéconomie, c'est l'économie qui est centrée autour de l'individu. On a vu ensemble dans les dernières semaines, dans les derniers mois, la macroéconomie. Alors, ce matin, on regarde ça autour de l'individu. Donc, il y a certains éléments de la matière qui sont des choses qu'on a vues de septembre à décembre. Alors, sur ces choses-là, je vais passer plus rapidement, mais je vais insister davantage sur d'autres notions. Alors, on parle du phénomène de la consommation. Qu'est-ce que c'est que la consommation? Qu'est-ce que c'est que le fait de consommer? Consommer, donc, c'est dans le but de satisfaire ses besoins. Vous vous souvenez de la fameuse pyramide de Maslow? Alors, c'est dans le fond être capable de répondre aux besoins vitaux, aux besoins secondaires, etc. Donc, tous les différents besoins, on peut y répondre avec la consommation de biens. Juste, Alexis, tu as demandé peut-être de muter ton son, s'il te plaît. Pas de Ça ne se problème. reproduira plus. Ben non, c'est bien correct. Alors, société de consommation, société dans laquelle le niveau moyen de revenu est suffisamment élevé pour satisfaire en plus de ses besoins essentiels, donc manger, se loger, s'instruire, se garder en santé, des dépenses qui sont superflues, donc qui ne sont pas nécessaires, comme le fait d'accumuler des biens, que ce soit par plaisir, par pression sociale ou publicitaire. Des biens, je ne sais pas moi, tu joues à Magic the Gathering, tu collectionnes les cartes. Ben, on s'entend que c'est pas un besoin vital. Là, j'en ai tout le temps. Ils vont me dire Hey, c'est vital, parce que moi, je tripe là-dessus. Là, mais on s'entend qu'en principe, même si tu n'as pas ces cartes-là, si tu n'as pas, je sais pas, moi, ton magicien plus 2 avec son attaque X, tu vas quand même survivre. OK? Et donc, c'est superflu. OK? Il y en a qui font par pression sociale, pensent par exemple à des objets qui sont en lien avec la mode. Donc, au niveau des vêtements, au niveau d'accessoires, pense à, je ne sais pas moi, le dernier iPhone. Hein? Il y a comme une espèce de pression pour avoir la nouvelle bébelle. On a de la pub. Oui, ben oui. Il y a de la pub qui pousse dans ce sens-là. OK? Et donc, et de les utiliser ou juste les montrer. Donc, montrer que toi, tu l'as, fait que toi, tu es quelqu'un, toi, tu es hot. Donc, dans ce module-là, on va approfondir les différents aspects de cette fonction primordiale de la consommation. Et pourquoi qu'on insiste autant là-dessus? Parce que la société capitaliste, on l'a renommée, c'est quelque chose qu'on avait vu en classe. Comment qu'on l'a renommée? On l'appelle la société de consommation parce que ça paraît mieux que capitaliste. Capitaliste, c'est sale, c'est pas beau. Ça n'a pas une belle étiquette, OK? Alors que société de consommation, ça paraît beaucoup mieux dans une conversation. Alors, la société de consommation, qu'est-ce que ça prend pour en avoir une? Est-ce que toutes les sociétés sur la planète peuvent être des sociétés de consommation? Non. Non. Pourquoi? Ben, notamment à cause des pays du tiers-monde ou des pays en voie de développement. Et voilà. Qui n'ont pas les moyens, genre. La population n'a pas les moyens de. Parce qu'ils n'ont pas, Gabriel, nécessairement la capacité de produire et de consommer en masse. OK? Ils n'ont pas la capacité de consommer parce qu'ils sont trop pauvres. Ils sont trop occupés à tenter de combler leurs besoins de base. Donc, ils n'ont pas non plus les ressources afin de faire des publicités puissantes qui soient capables de te jouer dans le cerveau pour te dire « Ah oui, hey, il me semble qu'un bon McDo à 2h30 du matin, ça serait excellent. » Donc, je vais sortir de mon pyjama, je vais remettre mes culottes, je vais embarquer dans l'auto ou je vais me rendre jusqu'au McDo pour aller me chercher un trio. OK? Wow. Ça prend une pub qui est puissante pour être capable de faire ça. Mais ça... Ça prend une industrie légère manufacturière qui est capable de produire un paquet de produits différents. Tu sais, pense au chamois. Hein? Pense à, je ne sais pas moi, au Willy Waller 2000. Tu sais? Donc, ça, c'était la mode. Ah oui. Donc, toutes sortes de petits produits de consommation comme ça prend une industrie légère qui est capable d'en produire rapidement, en masse, pour être capable de créer une mode qui va t'inciter à consommer. Finalement, la diversification des produits. OK? Donc, d'être capable de faire une panoplie de produits. Tu arrives là dans un magasin et les tablettes dans le magasin sont bien remplies. Donc, comme les tablettes dans le magasin sont bien remplies,
tu as du choix. Comme tu as du choix, tu vas être porté à vouloir en sélectionner un et dépenser ton argent. OK? Ça va? Ça va Ouais. jusque-là? Est-ce que vous avez des Ouais. questions? Ben, moi, c'est un commentaire. Tu sais, Ben, je t'en prie. tu parlais de tablettes pleines, là, mais moi, je me rappelle quand il y avait le Target qui est venu au Canada, j'y allais, puis des fois, les tablettes étaient vides. J'étais comme, c'est quoi cette affaire-là? Ils avaient des problèmes d'approvisionnement. Ouais. OK? Donc, Euh, voilà. Tu sais, puis je vais te dire, je vais te faire une confidence. Walmart a fait face à une situation qui était similaire quand ils se sont implantés au Canada et au Québec. Sauf que Walmart s'était donné un plan. Ils se sont dit, nous autres, là, l'implantation de Walmart, on sait que ça va être difficile au début, mais on va rendre rentable nos magasins dans un délai de 5 ans. On se donne 5 ans pour rendre ça rentable. Et tu sais quoi? Ils ont gagné leur pari. C'est devenu un des gros joueurs au Canada et un des gros joueurs au Québec. Et ça marche à la planche. OK? Parce que ce sont et ils étaient bien dirigés et ils ont eu quelqu'un à ce moment-là qui a décidé de faire le plan de match et ça a fonctionné. Target, ils se sont donné un plan pour être rentable en moins d'1 an. OK, mais ça. C'était complètement irréalisable. C'est- Puis en plus, ils ont mis à la tête de Target Canada un administrateur qui, on va se le dire, était un incapable. C'était un pas bon. OK? Alors, tu mets un pas bon, tu te fais un plan de match qui est complètement irréalisable, puis au bout d'une année, tu te rends compte que, on n'est pas rentable. Qu'est-ce qui se passe? On ferme tout. Faillite. Donc, un échec sur toute la ligne, alors que Target aurait très bien pu réussir et bien réussir s'ils s'étaient donné le délai et qu'ils avaient investi correctement comme il fallait et avec des gens compétents. Mais ils ont tellement acheté de succursales aussi un peu partout, là, aussi. C'est notamment pour ça, là. Mais tu sais C'est que les des- écoles de gestion, Gabriel, c'est enseigné. Hein? Si tu étudies, par exemple, en sciences de la gestion à l'UQAM, si tu étudies, je vais dire à Polytechnique, mais c'est pas Polytechnique, là, mais à Non, l'Université de Montréal. Là, je suis pas en économie. ben, c'est en ça doit être ça, gestion. Là. en C'est gestion. en gestion d'administration, ceux qui font des MBA, par exemple. Ouais. C'est enseigné, ça. Au Target, l'échec retentissant de Target est enseigné. Montrer, il te montre, Target te montre tout ce qu'il ne faut pas faire pour implanter une chaîne dans un pays. C'est ça. C'est un cas d'école. C'est vraiment un cas d'école. Puis, qu'est-ce qui s'est passé avec Sears? Ben, Sears n'a pas été capable comment je te dirais ça, de faire la transition vers le vieux modèle qui existait depuis les années 1800 au modèle qui a cours au 21e siècle, où il faut que tu sois en ligne, présent, très, très présent en ligne. Il faut que tu offres des produits de bonne qualité, mais quand même à plus faible coût. Ils se sont fait rentrer dedans comme solides par tous les côtés et ils n'étaient pas capables de rivaliser. Alors, c'est des domaines coupe-gorge, hein, mais il y a un paquet de chaînes, de grands magasins qui existaient au Québec, qui sont complètement, et au Canada et en Amérique du Nord, qui sont complètement disparus. Pense, par exemple, à Eaton. Vous autres, vous n'avez pas connu ça, Eaton. Moi, je l'ai connu. Écoute, c'était des magasins extraordinaires, c'était très, très beau. C'était des grands magasins comme l'Abbé, mais Eaton avait un petit quelque chose de supplémentaire. C'était bien, Eaton. Ça n'a pas survécu. L'Abbé, ils ont de la misère, l'Abbé. C'est dur, là. Fait que tous ces grands joueurs-là sont en train de manger à claque. Tous les Canadiens français, là, tous les Québécois, là, faisaient affaire. On n'allait pas chez Eaton, on n'allait pas chez Simpson. Il y avait Simpson aussi. Il y avait l'Abbé, il y avait Sears et il y avait Dupuis Frères, qui était la seule entreprise québécoise qui était détenue par des Canadiens, qui était détenue par des Canadiens français, par des Québécois, les frères Dupuis, OK, qui étaient au centre-ville de Montréal, à la place Dupuis, et il y avait un catalogue, et tu pouvais commander par catalogue. Fait que si tu restais à Saint-Jérôme ou si tu restais dans n'importe où à travers le Québec, tu recevais le catalogue par courrier et tu pouvais commander, et on te l'envoyait par courrier, les biens que tu achetais. Fait que Dupuis Frères, c'était quelque chose. Ça n'a pas survécu. Et c'est dommage parce que c'était un beau, grand magasin.
sais, d'ailleurs, aujourd'hui, il y a la place Dupuis à Montréal, à côté du square Berry. Ben, c'était là que se trouvait la maison mère, le magasin de Dupuis Frères. Regarde. Ça va? Ou les Dunkin' Donuts aussi, comme ça. Ah oui, ça, j'avais posé la question de même aussi. Ben Dunkin', écoute, même affaire, ils se sont fait manger à laine sur le dos, eux autres, par Tim Horton, parce que Tim Horton acceptait de modifier son modèle d'affaires puis de l'adapter. C'était très, très flexible. Alors que Dunkin' Donuts, modèle très, très rigide au niveau de sa gestion et son administration. C'est une entreprise qui réussit bien, Dunkin' Donuts, aux États-Unis, mais au Canada, ils ont été dirigés, encore une fois, par des incompétents et ils ont morflé. Ils ont mangé une belle grosse claque sur la gueule. Puis honnêtement, ils la méritaient. Ils la méritaient parce qu'ils n'étaient pas capables d'offrir des produits de qualité et de modifier d'être versatile, d'être souple. Il faut que tu sois capable de faire face à de la souplesse. Et si tu n'as pas de souplesse, ça ne marche pas. Tu sais. Leur café était pas bon? Daphné qui nous parle de Zellers. Ben, il y avait des problèmes d'approvisionnement, puis au niveau de la qualité, il avait descendu la qualité de leurs produits pour pouvoir augmenter la marge de profit. OK? Alors, je ne veux pas trop m'étendre de toute façon là-dessus parce qu'on s'éloigne, hein, on va se le dire, là, on s'éloigne de notre sujet. Bien que ce soit très intéressant, j'aime ça de jaser de ça avec vous autres. Alors, les facteurs qui sont les plus déterminants pour la consommation, on a les besoins et les revenus. Alors, quand on parle des besoins, les besoins changent constamment. Ce n'est pas statique, hein, ça ne reste pas fixe, c'est constamment en mouvement. Il varie en fonction du goût, en fonction de votre sexe, si vous êtes un homme, une femme, quelque chose entre les deux, l'âge, etc. OK? Et l'autre facteur qui vient influer aussi, c'est les revenus, l'argent que vous avez. Donc, est-ce que tu as plus de revenus disponibles, donc tu gagnes plus d'argent. Si tu gagnes plus d'argent, forcément, par la force des choses, tu vas te permettre, tu vas te gâter ou tu vas gâter les gens autour de toi, tu vas consommer davantage, tu vas acheter plus. OK? Donc, les sources de revenus, il y en a 3. D'abord, ton salaire quand tu travailles. Ensuite de ça, les revenus d'épargne, l'argent que tu mets de côté, OK, qui va fructifier, qui va te donner des intérêts. Alors, les revenus d'épargne. Et finalement, les revenus qui proviennent des gouvernements. Pense à de l'assurance chômage, pense à de l'aide sociale. La PCU maintenant. La PCU, effectivement. Ou la PCE aussi. Mais qui se termine, là. Hein? Il reste un mois et c'est terminé. Là. Ouais. On tire la plug là-dessus. Et je pense que c'est une bonne chose qu'on tire la plug là-dessus parce que on a besoin de faire redémarrer le plus rapidement possible notre économie. Ouais. Mais pour les étudiants, il y a toujours la PCE, là. Encore, là. Il y avait ce mois de mai-juin, juste pendant 4 mois. Là. Fait que là, ça vient juste de commencer. Là. Fait qu'en même temps, je vous le dis, là, pour les jeunes qui sont là et qui travaillaient, là, demandez-là, n'hésitez pas, hein, parce que c'est quand même un petit 5 000 $ après 4 mois, là, c'est pas rien. Et aussi pour ceux qui écouteront l'émission en rediffusion, parce que le cours va être mis sur YouTube et disponible donc sur le Prof Derry et sur Classroom. Donc, à ce moment-là, c'est une très bonne info que tu donnes là, Gabriel. OK. Donc, le pouvoir d'achat, qu'est-ce que c'est? C'est le revenu personnel qui est disponible. Donc, pour savoir quel est le revenu personnel disponible ou le pouvoir d'achat d'un individu, qu'est-ce qu'on fait? On fait une petite équation mathématique très, très simple. On prend combien que tu gagnes, on enlève l'impôt que tu vas payer au gouvernement. OK? Donc, impôt provincial, impôt fédéral. On enlève les contributions de sécurité sociale. Vous allez me dire, ça. L'assurance, le régime québécois d'assurance parentale. OK? On en paye tous. C'est quoi ça? Régime québécois d'assurance parentale, savez-vous? Je te l'explique. OK? Ça va plus vite. C'est une prestation. C'est une prestation qui est offerte aux nouveaux parents. Donc, tu as un enfant et pour que tu puisses rester à la maison les premières semaines, les premiers mois de la vie de ton enfant, ou encore si tu adoptes les premières semaines, les premiers mois, tu peux passer ce temps-là avec ton enfant et tu reçois de l'argent du gouvernement. C'est un incitatif. OK? Donc ça, c'est un exemple, le RQAP. Mais tu en as un paquet d'autres. On parlait de l'assurance chômage, c'est ce qu'on appelle aussi l'assurance emploi. Le vrai nom, c'est assurance emploi.
Donc, il y a un paquet de programmes, donc les contributions sociales que tu dois payer. Et donc, quand on prend ton revenu moins l'impôt, moins les contributions sociales, ça te donne ton revenu personnel disponible. Le salaire net, en fait. Voilà. Ensuite, l'importance de la pub. Alors, l'importance de la publicité. La publicité, vous le savez, c'est fondamental dans la microéconomie, dans la société de consommation. Et c'est un puissant moteur, je vous en ai parlé un petit peu tantôt, qui nous amène à sortir l'argent de notre portefeuille et à le dépenser. Alors, il existe deux grands types de publicité, informative et persuasive. Alors, quand on parle d'informative, on donne des renseignements utiles sur des produits, on fait de la sensibilisation. Pensez, je ne sais pas si ça n'existe plus à cette heure, cette affaire-là, mais ça a duré longtemps. Peut-être que vous vous souvenez de ça quand vous étiez TQ. L'informative, il y avait la boutique TVA. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Avez-vous connu ça? La boutique TVA. Oui, c'était le dimanche matin à TVA. Et tu avais littéralement comme, ou le dimanche après-midi. Puis là, il te présentait comme, je ne sais pas moi, le chamois. Puis là, il te montrait tous les avantages d'utiliser le chamois, puis à quel point c'était bon. Puis là, tu avais un numéro de téléphone que tu pouvais l'acheter, puis te donner des informations. Là, tu sais. Pub informative. Pub persuasive. T'en as pas de besoin, mais je vais te convaincre que tu en as de besoin. Ouais. Puis que tu vas te demander même à la fin de la pub comment tu as fait pour survivre sur cette planète Terre sans ce produit. Ouais. OK? Persuasive. Je te persuade de l'importance de vouloir mettre la main là-dessus. Alors, comment on Comme le ça? chopper, puis toutes les affaires de même avec oui, le slap chop. Le slap chop. Le slap chop, ouais. OK? Donc, ça m'a fait tellement rire. Là, mais bon. Image, beauté, jeunesse, humour. Et ici, on a fait appel naturellement à l'humour. Hein. Le gars en question, il est comique. Alors, il t'amène des affaires drôles. Les côtés positifs et négatifs de la pub. Niveau positif, on a une hausse de la consommation, donc hausse de la production. Donc, un des avantages de la pub, ça fait en sorte que les gens consomment plus. Comme ils consomment plus, les tablettes se vident. Comme les tablettes se vident, bien, on va engager des gens pour augmenter la production. Donc, ça stimule l'économie. Un autre élément positif, ça apporte des meilleures connaissances sur le produit que tu veux acheter. OK? Donc, tu connais les points forts d'un produit. Donc, création d'emplois, je l'ai déjà dit. Côté négatif, le coût. Le coût, la pub, ça coûte cher. Ça fait en sorte que ça va se refléter dans le prix de ton produit. Ils vont te charger pour la pub. C'est inclus dans le prix que tu payes. Fait que tu achètes un cossin. S'il y a eu de la pub télé, tu vas payer plus cher parce que tu as eu de la pub télé. C'est aussi à l'origine de modes superficiels. Et là, pensez au fidget spinner. Non, pas ça. OK? Ouais, tu comprends, là? Est-ce qu'on parle du L-spinner, là? Ça pourrait le petit aider, spinner, mais ça servait à rien. Que tous les profs étaient en train de se taper des dépresses majeures quand c'était à la mode. Que mode. les gens, en secondaire 1 ou 2, ils étaient de même, ils le regardaient, puis ils le regardaient, puis il avait de l'air genre buzzé. Là, j'étais comme, faut-tu être imbécile pour regarder les affaires tourner de même à longueur de journée? Tu comprendras, Gabriel, que je ne porterai pas ce genre de jugement-là. Ben, je sais, mais je veux dire... Mais je peux te dire que les profs, nous autres, on était au bord de la crise de nerfs. En tout cas, moi aussi. Parce que c'était une mode superficielle. Écoute, il y a certains élèves qui sont TDAH++, puis même malgré la médication, ça fait plus ou moins effet. Donc, le petit bidule en question pouvait être d'une certaine aide. Il coûtait cher en plus. Mais, ben oui, c'était au-dessus de 10$. 16$, genre. Ah oui, ben là, c'est pour eux, c'est correct, mais tu sais, que tout le monde en aille, puis qu'ils gossent, puis qu'ils mettent sur le bouton, qu'ils lancent ou qu'ils font des conneries avec. Pourquoi? Parce que c'était une mode superficielle, donc. Donc, il y avait une utilité vraiment pour une catégorie très, très, très particulière d'individus, puis pour qui c'était correct qu'il y en ait. Mais le reste, les jeunes qui mettaient la main là-dessus, c'était complètement ridicule. Là. Ça n'avait pas de bon sens. Hein?
Donc, l'autre chose, autre côté négatif de la pub, généralement, c'est accessible presque exclusivement à des grandes entreprises. Parce que comme une pub, un spot de 30 secondes à la télé coûte une fortune, surtout aux heures de grandes écoutes, il y a juste les grosses compagnies qui sont capables de se le payer. C'est sûr que passer 11 h, minuit le soir à la télé, tu vas voir à ce moment-là des pubs paraître des fois qui sont assez douteuses. Parce que le coût de revient est beaucoup plus faible. Donc, à ce moment-là, ils peuvent acheter de la pub à ces heures-là. Mais sinon, aux heures de grandes écoutes, comme à l'heure du souper, par exemple, les gens écoutent les nouvelles, ça prend du budget. Alors, c'est généralement des grandes entreprises qui vont faire de la pub. Ça. Puis l'autre, le dernier point négatif, la création de faux besoins. Tu crées des besoins complètement inutiles. On en a parlé tantôt du fidget spinner, c'est encore le meilleur exemple. À part la pub, est-ce qu'il y a d'autres moyens d'attirer les consommateurs à dépenser leur argent pour acheter des produits? Les Friday, les Black Friday. Oui. Donc, des promotions spéciales, diverses formes de promotions. Tu as tout à fait raison de le souligner. C'est excellent, Alexis. OK? Donc, effectivement, les diverses promotions qu'on peut offrir dans le courant de l'année, c'en est un. La garantie. Oui, la garantie. Je te garantis que la laveuse et la sécheuse que tu achètes là, est garantie bumper à bumper pour 3 ans ou pour 5 ans. Mais le pire, c'est qu'avec la garantie légale, techniquement, tu l'as déjà, cette affaire-là. Sauf en fait, il te crosse un petit peu en faisant ça, en fait. Tu as tout à fait raison de le souligner, Gabriel. La garantie légale, donc la garantie qui est offerte par la loi sur la protection du consommateur, dit que l'objet que tu achètes doit servir à son usage et doit fonctionner pour un délai raisonnable. Et si ce n'est pas le cas, ben, il doit être réparé ou changé. Okay? Le problème qu'on a présentement, et que le gouvernement devrait faire, c'est pour réactualiser la loi, forcer donc les manufacturiers et les vendeurs à honorer la garantie légale, ce qu'ils ne font pas. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils te vendent des garanties prolongées, ou que la garantie prolongée, c'est rien d'autre que, dans le fond, le respect de la garantie légale. Alors, il faut que tu te battes, puis il faut que tu te ramasses des fois en cours pour faire respecter la garantie légale. Mais moi, je ne veux pas aller jusque-là, pas pour l'instant en tout cas. Là, je veux juste parler de la garantie. Je vais donner l'exemple, je ne sais pas si j'en avais parlé en classe, les laveuses. Écoute, nous, là, Raphaël a 6 ans, notre fils a 6 ans, mais il n'y a pas longtemps, il était plus jeune que ça. Hein? Puis, pas besoin de te dire que quand tu as un bébé dans la maison, là, débrasser de lavage, t'en fais 5 méchants temps. Fait que juste avant que Raphaël vienne au monde, j'ai acheté une nouvelle laveuse et une nouvelle sécheuse. Fait que je m'en vais dans un magasin, j'achète la laveuse, la sécheuse. Écoute, ça n'a pas pris 1 an et demi. Laveuse finie. C'est pas normal. C'est pas une cheap, là. On avait acheté une, là, écoute, je pense que je m'avais payé 8 ou 900 pièces la laveuse. Là. OK, ouais. OK? Et j'avais acheté une Maytag. Parce que, puis là, tu vas me dire pourquoi Maytag? Parce que Maytag, depuis que je suis tout petit, là, c'est supposé être garanti à vie indestructible. OK? OK. Vous avez été influencé par la pub. Voilà! Tout à fait. Ça. Tout à fait. OK? Fait que moi, dans ma tête, Maytag, oui, parce que depuis, on avait des pubs, puis là, il y avait un monsieur qui était habillé, un vieux monsieur qui était habillé en habit de réparateur bleu, là, une espèce de jumpsuit bleu avec une casquette de chauffeur bleu avec le logo Maytag. Puis dans les pubs, il était tout le temps à côté sa laveuse, puis il s'emmerdait parce qu'il n'y a jamais personne qui l'appelait parce que les Maytag, c'était bon, puis ça pétait pas. Fait que comme c'était bon, puis que ça pétait pas, automatiquement, tu disais « Hey, je vais acheter ça, je vais accepter de payer un petit peu plus cher pour un produit qui va être indestructible. » OK? Et effectivement, Maytag, dans les années 70-80, c'était d'excellents produits, ça ne pétait pas. Mais il est arrivé un phénomène au début des années 90. Maytag a changé de propriétaire. En fait, ils ont changé leur conseil d'administration. Et là, ils sont tombés avec des gars et des filles qui voulaient augmenter les marges de profit parce qu'ils trouvaient que ça ne payait pas assez. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, bon, bien, regarde, les pièces, dorénavant, on va s'arranger que les pièces coûtent moins cher. Donc, on va contracter pour les pièces avec quelqu'un d'autre. OK? Alors, on va contracter avec des Chinois
et on va acheter des pièces chinoises qu'on va installer. En plus des années 90, c'est encore pire. Fait que, on va acheter des pièces chinoises. Et les laveuses et les sécheuses, je vous rappelle, étaient garanties à vie. OK? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En moins de 2 ans, Maytag avait tellement de retours et il y avait tellement d'appels de service que la compagnie était au bord de la faillite. Parce qu'ils n'étaient plus capables d'honorer les garanties à vie. Parce que toutes les pièces qui changeaient étaient trop cheap. Ça n'avait pas de bon sens. Fait que pièces main-d'œuvre, ça coûtait trop cher. Et là, la compagnie là, était comme. Et le fournisseur de pièces, la compagnie chinoise en question a un nom anglais et non un nom chinois. La compagnie en question s'appelle Whirlpool, qui fournissait les pièces. Et là, Whirlpool s'est reviré de bord, a vu que Maytag est en difficulté. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont acheté Maytag. Et ils ont continué d'utiliser des pièces Whirlpool. Mais en conservant l'image de marque Maytag. Fait que dans la tête des clients, Maytag, c'est un bon produit. Puis dans la tête à Bibi, c'était bon Maytag. Tu comprends-tu? Sauf que c'est fait avec du stock chinois cheap. Et donc, ma laveuse me pétait dans les mains. Puis là, je dis, hey, c'est pas grave, ma laveuse, elle est garantie. Fait que là, j'appelle, je dis, hey, j'ai des problèmes. Ma cuve de laveuse est fendue. Fait que c'est garanti, la cuve. Là, ils m'ont dit, oui, monsieur, c'est garanti, mais c'est la cuve intérieure qui est garantie, pas la cuve extérieure. Oh non! Je dis, excuse, de quoi tu parles? Il dit, ben, c'est parce que vous avez 2 cuves. Il y a la cuve intérieure qui est en stainless steel. Elle est garantie à vie. Stainless steel. Mais la cuve extérieure, elle, est faite en plastique. Et elle n'est pas garantie. En fait, elle était garantie à 1 an. Moi, ça faisait 1 an et demi. Oh non! Fait que là, il dit, si on change la cuve, ça va vous coûter, je pense que c'était 700$. Quoi? Ouais. Là, j'ai dit, ça n'a pas de bon sens. Mais voyons donc. J'ai dit, elle a 1 an, la machine. Ouais. Poursuivi? Ben, qu'est-ce que vous avez fait? Ben là, écoute, j'ai négocié fort. Finalement, ils ont accepté de me changer ma laveuse, mais au prix coûtant. Il fallait que je paye, mais au lieu que la laveuse, le nouveau modèle de la laveuse me coûte comme 900 ou 1000 $, la nouvelle laveuse me coûtait quelque chose comme 85 $, qui était leur cost, le coût de fabrication. Donc, j'ai accepté de payer le coût de fabrication. Il a fallu que je sorte de l'argent de ma poche. Fait que les autres, ils n'ont rien perdu. Mais au moins, je me suis ramassé avec une laveuse neuve. Et le réparateur qui était venu me dit quelque chose de hyper important que je vous dis ce matin. Quand vous faites votre lavage, parce qu'il y en a plusieurs qui s'en vont à logement et qui vont le faire, leur lavage. Quand vous faites votre lavage, puis c'est marqué « laver à l'eau froide ». Lave à l'eau froide. C'est basé sur l'eau froide. Les températures, les barèmes de température d'eau froide sont basés sur les barèmes de la Californie. Fait que l'eau froide, en janvier, en Californie, là, est autour de 8-10 degrés Celsius. Nous autres, au Québec, l'eau froide, l'hiver, est autour de 0,5, 1,5 degrés Celsius. C'est pas la même eau froide. Non, pas du tout. OK? Fait que ça fait en sorte que si tu laves à l'eau froide avec de l'eau du Québec l'hiver, ton plastique il va se mettre à sécher très rapidement parce que l'eau est trop froide. Et à force de recevoir des petits coups, la cuvette, des fois, elle se déplace à cause du linge, ça donne des coups sur la cuvette. Le froid, l'eau froide, il va faire casser. Dans le reste de ta maison, toi, il fait peut-être 22, 23 l'hiver. Ça fend. OK? Donc, l'hiver, tu laves à l'eau tiède. C'est ça, ouais. Tu laves à l'eau tiède. Tu ne laves jamais à l'eau froide l'hiver. Sinon, tu scrapes ta laveuse. Mais... OK? Fait que je vous épargne bien du trouble en vous disant ça ce matin. Je vais même le noter à quelque part. Peu importe. Tant que tu t'en rappelles, c'est ça qui est important. L'hiver, tu laves à l'eau tiède. OK? Fait que tu ne veux pas laver à l'eau chaude, ça je comprends. Lave à l'eau tiède. Bon! C'est fait, c'est dit. Donc, la garantie. Alors, je vous ai parlé de Maytag, voilà. Pour moi, c'est un argument de vente. Du coup, je l'avais acheté à cause de ça. L'emballage, tu te promènes dans un magasin, tu regardes les rayons et là, tu vois les emballages rouges, jaunes pétants, orange.
les couleurs attirent l'œil. Ouais. Si tu prends un emballage qui est blanc, qui est gris, qui est fade, ton œil ne se portera pas dessus, tu n'auras pas tendance à vouloir l'acheter. Donc, l'étiquette, l'emballage est important en matière de consommation pour le fabricant, pour le vendeur. La réputation, ça va un petit peu avec la garantie quand je vous parlais tantôt de Maytag. Alors, je ne reviens pas là-dessus. Service après-vente. Là, laissez-moi vous parler de Bell. Non. OK? Je fais juste le nommer, vous dites déjà « Ah non, ah non ». Ben oui, OK? Parce que c'est une réalité. Moi, j'ai été pendant des années un client de Bell. Donc, moi, c'est une compagnie qui offre des produits de qualité, c'est vrai, absolument. Mm-hmm. Mais le service... c'est clair. Le service... T'as pas de service avec Bell, c'est ça. Écoute, puis tu harcèles. Si tu oublies une semaine de payer, tu sais, ils sont sur le téléphone après toi, là, pareil comme si tu étais un criminel. Ouais. Écoute. Puis là, ils te chargent plus cher, puis là, ils vont ben là, vu que vous n'avez pas payé, mais là, on va vous charger tant de plus à chaque jour, vu que vous ne payez pas. Moi, j'étais avec eux pendant des années et à un moment donné, j'étais plus capable. J'étais plus capable. Alors, j'ai fait le saut, je suis allé chez le compétiteur. Le compétiteur principal, vous le savez, c'est Vidéotron. Hein? Ouais. Et Vidéotron, qui avait un service aussi merdique pendant des années que Bell, a compris quelque chose que Bell n'a jamais compris. A compris que si tu traites tes clients avec respect, si tu leur offres du service, si tu ne les fais pas attendre pendant 1h30 au téléphone pour pouvoir parler à quelqu'un, puis que quand tu parles à quelqu'un, finalement, tu parles à quelqu'un, tu parles, c'est un robot, hein? For service in English, please press 2. C'est juste de ça, là, c'est juste un maudit robot. Là. Puis là, c'est une option, puis une autre option, puis une autre option, puis une autre option, puis une autre option. Puis au bout de 10 options, c'est appuyer sur le 0 pour parler à un être humain. Puis là, ils te font attendre pendant 45 minutes. Il faut attendre encore. Vidéotron, tu as tout de suite quelqu'un qui te répond. Puis la personne est fine au bord du téléphone, puis elle essaie de t'aider. Ça, là, juste pour ça, là, je ne retournerai jamais avec Bell à cause de ça. Si Bell comprenait ça, puis se mettait à offrir vraiment un service de qualité, je l'envisagerais. Peut-être, je l'envisagerais. Mais honnêtement, là, donc le service est fondamental. Ouais. Les promotions, on en a parlé tantôt. Site web, alors c'est devenu la vente en ligne, vous le savez à quel point c'est devenu important. Et finalement, quelque chose qui est en train de tranquillement, qui est beaucoup moins important qu'il l'a déjà été, ça a déjà été un gros mouvement, les coupons. Des coupons le couponing. Ouais. Hein, le couponing, effectivement. Tu avais même des cercles de coupons parce que le monde s'échangeait des coupons. Ouais. Puis le pire, c'est qu'il y avait déjà ma belle-mère qui était full intense là-dedans. Puis ça y prenait tellement de son temps, genre juste pour avoir des coupons. Mais elle disait j'économise gros, mais l'affaire, c'est qu'il fallait que tu sois tout le temps dans les circulaires comme 4 heures ou 5 heures par jour. Puis là, il fallait que tu aies une quantité phénoménale de coupons pour que ça soit rentable. Fait que là, elle a arrêté parce que finalement, ça ne servait plus à grand-chose. Mais il y en a pour qui, Gabriel, c'était littéralement un hobby. Hein? Ouais. Écoute, je suis en train de regarder parce que là, pour terminer le cours, j'aurais le goût de regarder, qu'on regarde ensemble des pubs. Slapshot! non, mais entre autres, je propose peut-être des pubs de Super Bowl. Ça vous tente-tu? Ça va être en anglais. Mais... Oui, ça, c'est les meilleurs, les Super Bowl. Non, mais là, ça leur coûte une fortune. Ceux qui font des pubs au Super Bowl, ça leur coûte des millions. On parle là de 30, je pense, c'est entre 30 et 50 millions du 30 secondes. Oh, mon Dieu! C'est complètement fou. C'est surtout des annonces de bouffe, là, notamment de chips, de pizza. Cette année, au Super Bowl, c'était une annonce de Walmart, là, le service rapide, là, avec genre la voiture Ghostbuster puis tout. Là. Oui. Alors, écoutez, je vous mets ça, puis on en rediscute tout de suite après. On a pour une dizaine de minutes, puis après ça, 11h05, on a terminé. Donc, t'as une minute. Optimisation pour la vidéo. Voilà. Partager.
Et c'est parti, les amis. Est-ce que vous entendez? Ouais. Oh, ça annonce de char. I got room. Hop in. Okay. Save yourselves. So, got him. Critter's got an ugly mouth. That's not its mouth. Oh, I just had this washed. You guys go! I can't fit! Oh, no. Hey. Howdy. Again? Go wherever they need you. The all-new Highlander. Highlander. Let's go places. Little Caesar's delivery. That's the best thing since sliced bread. We got a problem. There's a new best thing. New ideas. Go. Travel-sized bread. Sparkle bread. Bread pet. Dear Lord. Run the numbers. Ran the numbers. Run them again. Sliced bread is toast! This is not happening. Everything is fine. Little Caesar's delivery. Best thing since sliced bread. I know. America's best value, now delivered. Pizza. What's that? Reese's Take 5 bar. Chocolate, peanuts, caramel, peanut butter, pretzels. Never heard of it. Where have you been? Under a rock? New to me. What, were you born yesterday? Raised by wolves? Are you clueless? Oh, so. Head in the sand? That's offensive, Trish. Yeah, Trish. You from another planet? Trish, none of us have heard of Take 5, so who looks stupid now? Reese's Take 5, the best bar you've never heard of. That's it. You have a visual. We have water. We're witnessing history. Water. On Mars. This changes everything. That's made it. Very close to the stream. That was the Mars water. Oh. I thought it said Mark's water. Fresh, sparkling water in seconds. SodaStream. What does home mean to me? Home. It's my sanctuary. Ah oui, cette annonce-là. It's the one place I can let my guard down. A fait un scandale. Where I can just kick back and be totally comfortable in my own skin. You know what I'm saying? Rocket Mortgage understands that home is where I can be myself. That feels pretty darn good. Oh. Home is where you feel the most comfortable, and Rocket Mortgage helps you feel comfortable financing that home with a personalized and convenient experience centered around you. Rocket Mortgage. Push button, get mortgage. You got this. Take it. Okay, all right. Good job. Hey, Mama, what's up? Did you switch my service from Verizon to T-Mobile? Yep. T-Mobile has the only nationwide 5G. Well, Mr. Know-It-All, let's see if you right about that. Mama. Hey, Mama, I'm working. It works at the pie shop. T-Mobile's 5G works inside and out. Hey, what you need, Mama? I'm trying to watch the game with my boys. It works in the park. Oh, okay. Mama? It works at the aquarium, in the parking garage, at the beach, in the elevator. It works in the movie theater, too. Oh, shush yourself. I'm talking to my baby. You're driving me crazy. I was just calling you to say thank you, baby. I love you. I love you too, Mama. Yes, Mama. Works in the kitchen. Tell Mama. Mama? Gee, it works in the cloud. All about it. Tell Mama. What you need. Oh, Star Trek. Please, get the big blue bag. Big blue bag. Is this the future? This is the present, future Bill. Here's your order, Bill. Excellent!
Here are your groceries. Eck. That's all coffee, right? Coffee! 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 Whoa. Terrible. Where are they? Yes, Artu. I am quite aware we are lost. Oh, mais c'est vieux comme annonce, ça. Hein? Ah non, mais c'est excellent. C'est la première fois que j'envoyais. Hey, what's up? Not much. Wishing I was watching the game, having a bud. What's up with you? Like you, wishing I was watching the game, having a bud. True. True. What's up? What's up? What's up? Yo, where's D-Unit? What's up? What's up? It's a smart world. Don't be thinking about how you get around tonight. Use Uber promo code WHATSUP to help get home after the game. Must be legal drinking age. That was close. True. True. Sir, you got Bud Light? Back there. Post Malone. Bud Light made a seltzer? Wait, Bud Light made a seltzer? I wonder what it tastes like. Only one way to find out. What are the taste buds saying? Tastes great. No Bud Light, just hard seltzer with a hint of fruit flavor. Light and refreshing. It says light and refreshing. Let's get that instead. Wait. Post Malone doesn't drink seltzer. We drink Bud Light. Everybody knows that. Why not try something new? Bud Light. Seltzer. Bud Light. Seltzer. Bud Light. Season 1 was much better than Season 2. Guys, we're incredibly rich. Let's get both. I'll get both. Got any pretzels? Bud Light Seltzer. Unquestionably good. Hey Google, show me photos of me and Loretta. Remember, Loretta hated my mustache. Remember, Loretta loved going to Alaska and scallops. Show me photos from our anniversary. Remember, she always snorted when she laughed. Play our favorite movie. Remember, I'm the luckiest man in the world. Come on, boy. Bonjour les données confidentielles. Triste. Oui. Il reste-tu? Ouais. Oh, and it's intercepted! Did you see that? Yes! Are you kidding me? Now I gotta go watch this! Not now, it's the Super Bowl. Not now? Well, then when? Ugh! Oh, you know when you should do that? Later. Oh, later. Yeah. Well, when is later? Like after the game, or is that too late? During the ads? Nah, later. During the Pepsi halftime show? I know! What if I spend my entire life waiting for later? Or what if later never comes? Charlie, relax. Super Bowl now, laundry later.
It's set again! Excellent shot. Ah, well, this can't be later. This looks like earlier. It's 1436. I need it to be later. What do you... Stay! That's good. That's good. You gotta stay in your shirt, too. Classic. We won't be doing that today. Tomorrow. Tomorrow works. Coming up next on The Masked Singer. Time out. Excuse me, I'm sorry. What happened to Super Bowl now, laundry later? Now we're talking turtles and llamas. You know what? No, it's fine. I'll do it later. I'm gonna do it later. After the tiger, after the robot, and after the weird big Ça thing. finit plus, cette annonce-là. Emily? Really? You look different. Yeah, I got it clean, because it's later. John Deere. Oh, check. Ok, as-tu fini, là? Oh oui, c'est terminé, là. Ok. Hey, donc, pour terminer, commentaires, questions, je vous écoute. Vous avez aussi un autre moyen aussi, je ne sais pas si c'est une sorte de pub, là, mais tu sais, là, les YouTubers connus là, qui mettent des chandails, mettons, de Nike ou des souliers comme ça. C'est aussi une sorte de pub, mais je sais pas, c'est comme si c'était je sais pas si c'est de la pub comme à la télé, mais je me dis que c'est comme l'autorité, un appel à l'autorité, comme des popularités, genre. Ou convaincre des pairs. Donc, tu vas prendre, je sais pas moi, tu vas prendre des jeunes d'une certaine catégorie d'âge, puis tu vas leur faire vêtir d'une certaine manière pour créer une mode. Vous savez, un exemple assez intéressant de ça, puis je termine là-dessus parce qu'il est presque simple. Comment on a réussi à convaincre les gens dans les années 50 d'utiliser des paniers d'épicerie, des paniers en métal, des gros paniers en métal, parce que ça n'existait pas avant les années 50. Hein. Puis ce gros appareil-là, c'était lettre, tu sais. Puis les gens étaient repoussés par ça. Fait que quand ils voyaient, on leur offrait de prendre des paniers, il n'y a personne qui voulait en prendre. Alors, comment qu'on s'y est pris pour convaincre la population d'utiliser ces paniers-là? On a payé des actrices qui viennent à l'épicerie puis qui se promènent dans les rayons d'épicerie avec des paniers en métal puis qui fassent leur épicerie. On les payait pour ça. Et là, comme les ménagères, les femmes des années 50 voyaient d'autres femmes prendre ces paniers-là et les utiliser, puis c'était des très belles femmes parce qu'ils prenaient des mannequins puis des actrices pour le faire, ça l'a incité la ménagère américaine, canadienne ordinaire à commencer à utiliser elle-même ces mêmes paniers-là. C'est fou, hein? Donc, effectivement, c'est un exemple par les pairs. Et c'est une méthode de marketing qui fonctionne. Aujourd'hui, on a la version contemporaine avec les influenceurs. Hein? On prend des hommes, des femmes sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur les différents réseaux, qui vont vous dire utilisez telle crème pour la peau, prenez telle sorte d'auto, et ils sont payés par des entreprises pour mousser ça, et parce que ces gens-là sont capables d'attiser, d'aller chercher des milliers de personnes qui les suivent à chaque semaine. Okay? Alors, c'est la version contemporaine donc, de ce phénomène-là. Alors, voilà. Hey, je vous remercie d'avoir été là encore cette semaine. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un autre cours de monde contemporain cette fois. Pardon? Mais Israël, c'est ça? Oui, bien, en fait, Israël, on a terminé Israël. Alors, le prochain point chaud que je vous propose, c'est la Chine. Yeah! OK? Donc, on jase ensemble de la Chine la semaine prochaine, lundi 10h. Hein? On n'a pas beaucoup jasé de ce qu'il y avait entre les... ce qui se passait de l'argent qui se passe là-bas. Tu veux dire en Chine ou... à Israël. En Israël. Écoute, en temps normal, c'est parce que j'aurais plus de temps pour le couvrir avec vous. Là, j'ai moins de temps. Par contre, ce que je ferai avec vous, si vous avez pris la peine de visionner, chez Alexis, tu l'as fait, de visionner le fameux documentaire que je vous ai recommandé, on pourra faire un retour en début sur Israël, puis je répondrai à vos questions à ce moment-là là-dessus.
OK? Donc, ça me fera plaisir de le faire, mais je veux qu'on avance parce que sinon, on va manquer de temps pour parler des différents points chauds. Et de toute façon, on va manquer de temps, ça c'est sûr, d'une façon ou de l'autre. Il ne nous reste plus assez de temps jusqu'à la fin de l'année. Mais pour le temps qu'il nous reste, je veux qu'on essaye d'en voir le plus possible ensemble. Donc, on fait un survol. C'est sûr, c'est très incomplet. C'est très, très partiel. Mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein. Oui. Puis la Chine, ça va être nice, là. Ben avec, oui, ça va être agréable. Un genre de dictature électronique, là, de Xi Jinping, là, ça va être Notamment, on va en parler de ça, on va parler des Ouïghours, on va parler des relations, on va parler du Tibet, on va parler des relations de la Chine avec ses voisins, le Japon. Il y a de grosses tensions. Le partenariat avec la Russie, est-ce que ça va mener à une alliance? Alors, ça, c'est quelque chose qu'on va jaser. La route de la soie 2.0, on en jase. On va parler des îles Paracels, qui est un contentieux entre la Chine et les États-Unis. Donc, il y a un paquet de choses dont on va discuter ensemble sur l'émergence de cette superpuissance qui est l'Empire du Milieu. Alors, tout ça, sans faute, lundi prochain, 10h. Je vous donne rendez-vous, propagez la bonne nouvelle. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente semaine, mes chers amis. All right. Salut, là. Hey.